Je suis Marie-Lou Gérin, j'ai 33 ans et je pilote depuis 8 ans toute l'activité marketing de la solution logicielle Iterop. J'ai un parcours un peu atypique dans le domaine de l'IT parce qu'à la base, j'ai fait des études d'art plastique à Paris 8. J'ai travaillé dans l'édition chez Hachette sur la partie multimédia. C'est d'ailleurs après cette expérience-là que j'ai commencé à m'intéresser aux abysses du web. Donc j'ai continué à approfondir mes connaissances. Donc j'ai fait une licence de développement. Voilà, j'ai travaillé aussi en freelance pendant 2 ans pour pouvoir diversifier les projets, etc. J'ai quitté la région parisienne donc pour le Sud-Ouest en 2014 et de fil en aiguille, je me suis spécialisée en marketing B2B. J'ai découvert entre autres toutes les stratégies liées à la lead generation et j'ai eu aussi envie de découvrir le domaine des startups. Je voulais vivre voilà, la croissance de A à Z, connaître un peu comment on part de zéro et on arrive entre 3 et 5 ans à révolutionner un marché. Et donc, je suis rentrée chez Iterop en 2015. Là, on a tout construit, toutes les stratégies d'inbound marketing. On a créé énormément de contenu parce que voilà, nous, on a un logiciel de workflow dédié aux entreprises, voilà, sur des marchés métiers très ciblés. Donc, il a fallu créer beaucoup de contenu pour aider les gens à comprendre ce qu'on faisait. Et donc, en 2015, à l'époque, dans le milieu du logiciel, quand vous vous baladiez un peu sur les sites web, en général, vous retrouviez la même ambiance un peu bleutée, parfois austère. Voilà, c'était pas évident d'être sexy dans ce milieu-là. Donc, nous, on a tout de suite voulu avoir une identité décalée. On a toujours vulgarisé le plus possible nos discours. On ne voulait pas avoir un discours d'ingénieur très technique, voilà, que le prospect comprendrait pas. Donc notre posture, ça a toujours été ça. Donc ça, c'était en 2015. On a grandi, on a testé beaucoup de choses et en 2021, là, c'est l'apogée. Dassault Systèmes, leader français du logiciel, décide de nous faire une proposition de rachat. Voilà, donc je suis très fière aussi d'avoir pu vraiment grandir avec l'équipe, le produit, et aujourd'hui, en plus, de pouvoir continuer au sein de ce groupe qui est encore gigantesque et on a encore beaucoup de choses à faire, notamment autour d'ITER. Quels sont les enjeux du marché du logiciel SaaS? Donc le SaaS, pour rappel, signifie Software as a Service. Ça vous permet d'avoir accès à un logiciel directement en ligne grâce à un système d'abonnement. Donc là, vous allez consommer au réel en fonction du nombre d'utilisateurs. À l'inverse de l'achat de licences classiques à l'époque où vous installiez directement les licences sur un serveur. Et là, c'est vos équipes qui s'occupaient de la maintenance, des mises à jour, de l'ajout d'utilisateurs, etc. Donc c'est un mode de consommation qui est nouveau, entre guillemets, qui a, on va dire, une dizaine d'années dans le secteur du logiciel. Il y a des grands acteurs du SaaS dans le monde, notamment côté américain, comme Slack, Zoom ou Mailchimp, par exemple. Salesforce aussi est un grand acteur sur le marché du SaaS. On a les acteurs historiques comme Adobe ou Microsoft aussi qui ont commencé à opérer ce virage il y a quelques années. Aujourd'hui, toute la suite Microsoft 365 est accessible en ligne par système d'abonnement. Voilà, donc eux aussi ont changé leur manière d'adresser le marché et de consommer. On a aussi des grands acteurs en Europe, hein, comme Typeform ou Sendinblue, par exemple. Aujourd'hui, le SaaS, le secteur du logiciel SaaS, c'est celui qui a la croissance la plus importante sur le domaine IT depuis 2019, entre autres à cause de la pandémie en 2020. Il a fallu que les entreprises s'adaptent très vite. Il a fallu qu'elles puissent proposer à leurs salariés de travailler à distance, ce qui n'était pas possible avec des logiciels installés. Voilà, donc c'est à ce moment-là que le SaaS a pris tout son sens, si je puis dire, même si voilà, nous, c'est un mode de consommation qu'on propose depuis plus de 8 ans maintenant. Voilà, la pandémie a participé grandement à l'essor du SaaS dans le monde.
On estime aujourd'hui qu'une entreprise de 500 salariés va avoir plus d'une cinquantaine d'abonnements, voire plus. On a des abonnements qui vont passer, entre guillemets, sous le radar des procédures d'achat classiques, notamment à cause d'un des grands modèles économiques du marché qui est le freemium. Donc le freemium, c'est j'offre une partie de mon application gratuitement et l'autre partie des fonctionnalités, si je veux en profiter, bah voilà, il faut que je paye. Donc ça, c'est le freemium. Nous, le modèle qu'on a choisi chez Interop, c'est les 7,30 jours. Ça, c'est un modèle très, très connu aussi dans le milieu du logiciel SaaS. Ça permet, voilà, un responsable métier, par exemple, de prendre en main tranquillement la solution, de construire un peu son projet et puis ensuite d'aller voir sa direction sans avoir déjà investi de l'argent. Parce que voilà, le chef de projet n'est pas toujours celui qui a le budget, ça on le sait. Donc voilà, il y a des grands modèles comme ça sur le marché du SaaS. Aujourd'hui, on estime que voilà, toutes les entreprises vont être équipées de logiciels SaaS. Après, voilà, à nous, éditeurs, de faire en sorte que les logiciels qu'on propose soient toujours en adéquation aussi avec les besoins du marché et ne pas avoir un portefeuille d'applications qui soit trop important pour une entreprise. Quelle stratégie marketing adopter pour se différencier de ses concurrents? Alors chez Iterop, on n'a pas réinventé le marketing digital. On utilise bien sûr tous les grands leviers classiques, la stratégie de contenu notamment qui est fondamentale chez nous, autour de laquelle on construit toutes nos campagnes de campagnes de référencement naturel et payant. Voilà, nos campagnes de communication, toute notre lead generation aujourd'hui repose euh, sur, cette stratégie de contenu. On a des grands indicateurs qu'on suit, le nombre de leads, les revenus récurrents, les coûts d'acquisition client, etc. Et bien sûr, le taux de désabonnement. Donc, le taux de désabonnement, c'est vraiment le KPI fondamental pour un éditeur SaaS. Si effectivement il a un taux de désabonnement très important, c'est que bah, soit son produit n'est pas en adéquation avec sa cible, ou soit il est trop cher. Enfin voilà, il y a énormément de pistes à suivre. Nous, chez Iterop, à titre d'exemple, on a eu 5 désabonnements en 8 ans. C'est assez exceptionnel comme chiffre. Après, bon, on est en B2B, sur un marché de niche. Mais voilà, on est stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Et de fait, une fois qu'on est intégré, et en plus de fait qu'on est en SaaS, le fait qu'on ait les dernières technologies, qu'on intègre des fonctionnalités assez innovantes, fait que les équipes ont envie de nous garder. C'est ça qui est important aussi. Il y a aussi quelque chose que j'ai pu constater chez Iterop notamment, c'est que j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres entreprises, c'est une culture du client très forte. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le développeur chez nous, le vendeur ou le consultant, ils ont le même niveau d'engagement sur un projet. Et ça, c'est assez fort à voir parce que voilà, ça nous permet de réagir vite, ça nous permet de pouvoir aider nos clients, mais surtout de les aider à faire évoluer leurs projets, leurs workflows, etc. De leur proposer des formations plus poussées. Enfin, voilà, on essaye vraiment de grandir avec eux sur un marché qui change très vite. Parce que voilà, nous aujourd'hui, on fait du workflow. Eux, ils ont un panel d'applications au sein de leur entreprise avec lesquelles ils doivent aussi évoluer. Et nous, on est très pro connectons-nous ensemble, quoi. Donc, on aime les accompagner aussi dans les challenges qu'ils rencontrent, dans leur transformation digitale. Voilà, et aujourd'hui, chacun de nous est capable de répondre à un client autour du produit. On a essayé de faire certifier la majeure partie de l'équipe pour que tout le monde ait voilà, un niveau assez avancé sur le produit. On a fait le choix, entre autres aussi, de capitaliser sur nos ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, chez nous, c'est le client champion, l'influenceur, si je puis dire, qui, dans l'entreprise, va répandre la bonne parole parce qu'il est hyper convaincu du produit. Ça, c'est des clients pour nous qui sont hyper importants et qu'on va essayer de choyer au maximum. Et aujourd'hui, outre les grands leviers classiques du marketing digital, on essaie de faire
un peu plus d'humain. Donc de prendre soin de choyer ses ambassadeurs parce que en termes de retour, en termes de voilà d'upsell, de cross-sell, bah c'est hyper efficace. La parole de votre homonyme, ça vaut 1000 campagnes marketing, quoi. As-tu des exemples concrets d'actions marketing à mettre en place? Pour moi, la clé aujourd'hui, c'est la fidélisation. Euh, Ok, on a les grands leviers autour de la lead gen, on sait comment faire du business. Ça, je pense que c'est pas la grande problématique. Je pense que la fidélisation, capitaliser sur le portefeuille client existant, on le répète depuis des années, c'est sûr que ça demande moins d'efforts d'entretenir son portefeuille que d'aller conquérir de nouveaux clients. Mais oui, en effet, il faut choyer ses clients. Chez nous, ça passe par de plus en plus d'événementiel, mais de l'événementiel intimiste, si je puis dire. On a mis en place, par exemple, des meet-up. Donc là, on va dans des régions, des grandes villes de France. On organise des rencontres entre nos ambassadeurs et de futurs utilisateurs potentiels, voire des partenaires qui seraient intéressés. Et voilà, on fait des événements de 20 à 30 personnes, pas plus. Et ça permet voilà, d'avoir des échanges aussi beaucoup plus, beaucoup plus sincères, si je puis dire. Il y a pas parfois cette langue de bois qu'on peut retrouver dans des grands discours un peu lissés sur des présentations magistrales. Là, on est sur quelque chose voilà, de très intime. On essaie de faire discuter des métiers qui se comprennent. Par exemple, là, on a un meet-up à Lille au mois d'octobre. Ce qu'on veut faire, c'est réunir des entreprises, par exemple du secteur agroalimentaire, autour de problématiques sur le juridique, la comptabilité, le SAV, la réclamation client, voilà, des sujets vraiment stratégiques pour eux qui leur parlent et qui puissent profiter de l'expérience de nos ambassadeurs à nous qui ont déjà solutionné en partie bah voilà, les problématiques qui les occupaient. On essaye aussi de fédérer et d'accompagner autour du produit. Donc ces ambassadeurs-là sont pas forcément ceux qui vont mettre en place ou avoir les mains dans le cambouis. Mais voilà, c'est important de toujours communiquer autour du produit pour nos ambassadeurs qui comprennent les dernières fonctionnalités et qui puissent aussi expliquer en interne voilà, ce qui se passe sur le périmètre, pourquoi ça a changé, etc. La communication, hein, c'est fondamental. Et après, on a des événements majeurs pour tous nos clients. Mais voilà, on travaille vraiment sur ce côté ambassadeur euh, qui pour nous aujourd'hui est la clé de ce qui pourra nous, nous aider demain en termes de business, en termes même de fonctionnalité produit. Voilà. Un dernier conseil ou une anecdote à nous partager? De mon point de vue et de ce que j'ai pu constater aussi ces dernières années, euh, notamment dans les stratégies marketing qu'on met en place, réconciliez-vous avec vos équipes de vente. C'est bête, mais il y a ce côté, on diabolise toujours la relation entre le marketing et les commerciaux, parce qu'effectivement, bah, les marketeurs, c'est ceux qui vont amener les leads aux vendeurs, et il y a toujours des moments de friction. Nous, ça fait des années qu'on travaille main dans la main avec nos équipes de vente. Ça se passe très bien, on construit vraiment des stratégies fortes ensemble. Ils ont plein d'idées. Ils ont la connaissance client. Voilà. Donc, réconciliez-vous avec vos équipes de vente, c'est mon conseil.